je crois. Salut. Ah bah super, super. Okay, thank you. Okay. We continue. Je suis plus. Ouais, c'est Darina là. Vous me voyez en ligne, c'est bon? Hello, hi. So all is good, right? We just Est-ce que vous entendez bien wait le for son? the audience. Okay, great. Ah, il y a un petit décalage quand même, hein, j'ai l'impression. Okay, great. So we continue. Thank you very much for your help. Bye. Bon, l'audience la plus importante vient de nous rejoindre. J'ai nommé Anaë Couturier, que je salue d'entrée de jeu, là tout de suite. Et quand plus de gens seront connectés, je la saluerai encore pour bien la faire rougir. Et donc, vous me dites à l'organisation du Brain Event quand est-ce qu'on commence, quand est-ce que vous estimerez qu'il y a suffisamment de gens connectés pour qu'on attaque tout ça. Tout est bon? On commence? Tout est OK. Alors, déjà, bienvenue à toutes et à tous. Vous n'avez pas l'air comme ça, mais on se trouve dans mes nouveaux bureaux. Alors peut-être même avant de commencer, je vais vous faire un petit tour. Dans ce live stream, vous allez voir mes nouveaux bureaux en Suisse avec ma fondation et mes sociétés. Donc laissez-moi vous faire un tour. Je vais prendre le PC et avant même de répondre aux questions, tout ça là, on va se faire un petit tour à l'arrache là. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Tenez, je prends le PC, on fait ça à la Nicolas Hulot, hein, que je salue. Hein. Il a bien fait de démissionner, mais c'est un autre sujet. Et là, vous voyez cette caméra qui me suit. Et boum, nous entrons dans les couloirs de mes nouveaux bureaux. Cette attaque, est-ce que vous voyez tous bien? Je suis en train de tenir le PC comme un con. D'ailleurs, remarquez, vous me voyez dans le miroir, peut-être derrière, là, en train de tenir le PC comme un con. Donc, ceci, ce sont mes nouveaux bureaux. Alors, ils ont bien entendu une cafette, hein, avec des couleurs tout à fait sympathiques. En bas, il y a un petit bassin, hein, dans lequel on va faire de l'aquaponie, c'est-à-dire de la culture de plantes et l'élevage de poissons en même temps. J'espère que ça ne vous donne pas trop la gerbe. Oula, comme ça, là, je vous fais un petit vent de côté, là, tac. Là, il y a des effets spéciaux, hein, c'est une production un peu spéciale. Ici, notre salle de cours, hein, où je forme mes employés. Ici, la salle du projet Créage, où on bosse dur, mais pas à cette heure-ci. Et puis évidemment, je ne vous fais pas faire tout le tour, mais une salle de labo au minimum. Voici un des 3 laboratoires qui font partie de mes bureaux et qui seront bientôt équipés avec les meilleures machines. Donc ça, c'était pour vous tenir au courant de mon actualité. Je vais me reposer au bureau. Et on va commencer ce live de la façon la plus officielle. Et voilà. Alors, donc merci à toutes et à tous d'être là. Et comme vous l'avez vu, ça bosse dur ici.
dans mes nouveaux locaux. Au passage, donc, mon prochain bouquin sort le 13 septembre. Il est déjà disponible en précommande à la FNAC et sur l'Apple iBooks, machin. Et il sort donc le 13. Alors maintenant, il y a déjà une série de questions à laquelle on m'a demandé de répondre. Alors évidemment, qui je suis? Idriss Aberkan, président de la fondation Bioniria. J'ai étudié pas mal de sujets, ça va de la géopolitique, bien entendu aux sciences cognitives, les sciences notamment cognitives appliquées au management. Donc ma grande spécialité, c'était le bonheur au travail. Et évidemment, moi je m'intéresse en particulier quand il s'agit de cerveau à tout ce qui est non invasif, c'est-à-dire ce qu'on peut faire sans ouvrir le cerveau. Et notamment comment on peut mieux apprendre sans ouvrir le cerveau. Vaste programme, je vous en parle tout à l'heure. Maintenant, les questions auxquelles on m'a demandé de répondre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cet événement? Je vais être très honnête, je suis très fier que l'Algérie organise cet événement. Alors, on va tout de suite poser, comme dirait Booba, on va poser les bails, hein, même si en fait on dit les beaux, hein, sachez-le. Le pluriel de bail, c'est pas bail avec un S, mais c'est beau, mais ça ferait pas stylé si Booba disait on va poser les beaux. Je ferme la parenthèse. Eh bien, donc, on va poser les bails ou les beaux ensemble. La plupart des Marocains croient que je suis marocain. Et j'en suis malgré tout assez fier. C'est-à-dire qu'une fois, je rentrais même d'un vol sur la Royal Air Maroc, il y a le pilote qui sort du cockpit et qui me fait vous êtes une fierté nationale. Moi j'étais là, ok, merci beaucoup. Donc je suis, je ne sais pas comment on pourrait dire, pan-maghrébiste. Je suis fier aussi bien que quand le Maroc m'invite, et je suis très fier quand l'Algérie m'invite, mais que Alger pose un brain event, effectivement, ça fait plaisir, puisque on va rappeler un petit peu les bases de la situation algérienne en général aujourd'hui. L'Algérie est le plus grand pays du continent le plus jeune et le plus vieux. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est le plus vieux continent dans le sens de l'histoire, hein. Vous savez que l'être humain est apparu en Afrique d'abord, donc l'Afrique est le continent le plus vieux au regard de l'histoire, et en même temps, c'est le continent le plus jeune, puisque c'est le seul continent sur Terre aujourd'hui où la croissance démographique est aussi intense. Et en fait, quasiment tous les autres continents sont en récession ou stabilisation démographique, c'est-à-dire qu'il y a quelque part entre 1 et 2 enfants par femme en moyenne. L'Asie, c'est catastrophique, hein. L'Asie, maintenant, c'est 1,1, entre 1,1 et 1,5 enfants par femme. Donc au Japon, la population baisse, en Corée, la population baisse, en Chine aussi. L'Afrique est le futur démographique du monde, et c'est de loin le continent qui a le plus de jeunes. Voilà. Et en même temps, c'est le continent qui a le plus de ressources. Donc, d'entrée de jeu, poser un brain event en Afrique, et pas n'importe où en Afrique. Donc, j'insiste, dans le plus grand pays d'Afrique, puisque depuis que le Soudan a eu partition, pardon, je vois qu'il y a du soleil, je tourne un peu le PC. Depuis que le Soudan a été divisé en un Sud-Soudan et un Nord-Soudan, eh bien, c'est l'Algérie qui est le plus grand pays d'Afrique. Et ça lui pose un dilemme permanent qui est soit on se repose uniquement sur les ressources naturelles, parce que quand on a un gros morceau d'Afrique, en général, on a un gros morceau de ressources, et c'est bien sûr le cas aussi bien pour le Maroc que pour l'Algérie, ou pour l'Égypte, ou pour tous les pays d'Afrique en général. Donc soit on se repose sur les ressources, soit on se repose sur le cerveau. Et là, organiser un brain event, eh ben, c'est vraiment affirmer que, ok, en Algérie, on a du gaz, on a du pétrole, mais on s'occupe aussi du cerveau. Et c'est audacieux, je peux que l'encourager parce qu'évidemment, c'est ce que je dis dans tous mes travaux. Mon prochain bouquin, L'âge de la connaissance, portera sur l'économie de la connaissance, précisera bien que, en particulier quand on s'intéresse au monde arabe, eh bien, c'est quand le monde arabe vendait du jus de cerveau qu'il a été le plus influent. N'oublions pas que le mot algorithme vient du savant arabe algorithmi, hein, qui a donné algorithmie en italien à l'époque. Et puis, n'oublions pas que algèbre est un mot arabe, chimie, qui vient de alchemia, etc. Et puis, bon, bien sûr, alambic, alcool aussi sont des mots arabes. Donc, quand le monde arabe s'intéresse au cerveau, en général, ça finit bien. Et donc, ça faisait longtemps qu'on aurait dû le faire, mais jamais trop tard pour bien faire. Donc voilà, qu'est-ce qui m'a donné envie de participer à ce Brain Event? Eh bien, tout cet aspect culturel du monde arabe et en particulier de l'Algérie qui se disent, allez, on va s'occuper de nos cerveaux. On a du pétrole, on a du gaz, c'est cool, mais ça serait bien aussi qu'on s'occupe de nos gisements intérieurs. Et le Brain Event est dédié à ça. Donc, deuxième question à laquelle on m'a demandé de répondre, selon toi,
selon toi, qu'est-ce que cet événement va apporter de nouveau? Donc exactement ceci, c'est-à-dire que le baril de connaissances, c'est un sujet, dont on ne se préoccupait plus beaucoup. Alors je dis préoccupait puisque maintenant ça y est, hein, on s'en préoccupe en Afrique du Nord en général, et on s'en préoccupe bien. Mais le baril de connaissances, donc hein, l'idée que ça c'est un gisement, on a tous un puits de pétrole dans la tête, il ne faut pas l'oublier. Et c'est très bien qu'il y ait la Sonatrach en Algérie, mais ce serait bien qu'il y ait une Sonatrach du cerveau aussi. Et donc il est important qu'on considère l'exploitation de nos gisements, du gisement qu'on a entre nos deux oreilles. C'est Barack Obama qui avait dit ça, hein. Il avait dit c'est incroyable qu'au XXIe siècle on arrive à identifier des galaxies à des milliers d'années-lumière, alors qu'on n'arrive toujours pas à comprendre comment fonctionnent les 3 livres de chair entre nos deux oreilles. Et Barack Obama, il s'y connaît en termes d'oreilles. Donc, cette idée du gisement cérébral, pour moi, elle est portée par le Brain Event. Selon toi, pourquoi nous devrions participer à cet événement? Eh bien, pour toutes les raisons que je viens d'énoncer, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un côté historique de s'intéresser au gisement de connaissances qu'on a entre nos deux oreilles. C'est bien pour ça qu'il faut s'intéresser au cerveau. N'oublions pas que le 21e siècle sera cérébral ou ne sera pas, hein. C'est-à-dire que les sciences, les neurosciences en général, les sciences cognitives, hein, qui sont encore plus vastes que les neurosciences, eh bien, les sciences cognitives sont les sciences du 21e siècle. Et donc, on a tout intérêt à se documenter sur leurs avancées, parce que de même que le 20e siècle était porté par la physique notamment, le 21e siècle sera cognitif ou ne sera pas. Qu'est-ce que tu partageras de particulier dans cet événement? Ça, c'est l'autre question à laquelle je dois répondre. Eh bien, qu'est-ce que je partagerai de particulier dans cet événement? Moi, je vais parler de la tendance politique des sciences cognitives. Alors, vous savez que les sciences et la politique, pour le meilleur et pour le pire, sont proches les unes des autres pour tout un tas de raisons. Et j'aime beaucoup ce que disait Churchill, les sciences perverties. Churchill a fait un magnifique discours quand la France a été battue en 1940. Churchill a dit « Si nous sommes vaincus », il parlait à l'époque du Royaume-Uni, eh bien nous laisserons à nos enfants un monde dominé par les sciences perverties. Il y a un sujet qui est beaucoup trop ignoré dans l'avancée scientifique, qui est l'application, bien entendu, et les conséquences politiques de nos avancées scientifiques. Et ce sujet, alors il est ignoré soit par simple manque d'interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement beaucoup trop de scientifiques qui n'ont pas du tout les compétences pour faire et considérer le débat politique, et donc qui s'en désintéressent complètement. Certains même y voient une vertu. Je trouve que c'est mauvais, mais certains même pensent que se désintéresser du débat politique est une vertu. Et puis d'autres le font par complaisance, c'est-à-dire que quand vous êtes financé, par exemple, par le Pentagone, quand vous êtes financé par l'armée pour faire vos recherches, bien entendu, vous allez éluder toute la dimension politique que vos travaux pourraient amener. Cependant, rappelons que Rabelais avait dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », il a tout à fait raison. Isaac Asimov, donc Isaac Asimov, c'est le père des 3 lois de la robotique. C'est celui qui a écrit ce grand roman de science-fiction, I, Robot, et qui a inventé les 3 lois de la robotique. Et il a dit une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse, elle est vouée à l'extinction. Ça, c'est pas rien, hein. Une civilisation qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse est vouée à l'extinction directe. Et il a tout à fait raison, puisque les plus grandes puissances technologiques du XXe siècle, en particulier dans la première moitié du XXe siècle, ont aussi été les plus inhumaines. C'est-à-dire qu'on avait des pays qui étaient incroyablement avancés technologiquement, le Japon notamment, et bien sûr l'Allemagne nazie, qui reste l'exemple le plus cité, et en même temps, ils étaient les plus inhumains. Donc on peut être avancé scientifiquement, et on peut être comment dire, plus bas que terre, d'un point de vue humain. Et ça, je trouve que c'est un débat qui n'est absolument pas assez prononcé sur la place publique. Or, en matière de neurosciences maintenant, en matière de cerveau, c'est pas du tout un hasard si ce sont les agences de renseignement et bien entendu les départements de la défense. J'aime bien, on dit toujours département de la défense, hein, on ne peut pas dire département de l'attaque, hein. Il y a des ministères de la défense, il n'y a pas de ministère de l'attaque, mais la réalité c'est que bien entendu le ministère de la défense c'est un ministère de l'attaque, et ce n'est pas un hasard donc si c'est le Pentagone qui est aujourd'hui le premier pourvoyeur de fonds pour la recherche en neurosciences. Et j'ai pas forcément dit que c'était mal sur le long terme, même si, bon, vous savez qu'Internet, c'est un projet qui vient du Pentagone, enfin le World Wide Web vient du CERN, mais l'idée d'un réseau informatique décentralisé, ça vient de la guerre froide. Donc il arrive, hein, et j'en ai beaucoup parlé dans mes conférences, que de la recherche militaire fasse du bien aux civils. Ça arrive même assez souvent, sans que les civils sachent comment, pourquoi la technologie est arrivée, et ça je trouve que les civils devraient être plus impliqués dans ce passage de la recherche militaire à la recherche civile. Mais effectivement, aujourd'hui, les neurosciences sont considérablement investies par le monde militaire. Et c'est pour ça, c'est de ça que je vais parler dans cet événement. Je vais parler
de l'importance de bien traiter notre cerveau au regard des neurosciences, mais sans l'aliéner. Voilà. Sans l'aliéner. J'ai inventé dans mon premier livre ce mot de neurosagesse. Pourquoi? Parce que j'ai tiré la conclusion que nous avons d'excellentes neurosciences et c'est très bien de les développer, mais nous n'avons pas développé la sagesse qui va avec. Et quand notre rapport sagesse-science n'est pas bon, eh bien, nous avons tendance à nous détruire. Et c'est ce qui s'est passé pour la physique, c'est ce qui s'est passé pour les sciences génétiques quand elles étaient aux mains des eugénistes, c'est-à-dire aux gens qui voulaient contrôler qui on stérilise, qui on ne stérilise pas. Vous savez qu'il y a eu des campagnes de stérilisation forcée aux États-Unis jusque dans les années 60. Il y en a eu bien sûr en Afrique du Sud jusque dans les années 80. Il y en a eu au Pérou jusque dans les années 80. Et donc l'eugénisme, hein, ce mouvement qui cherchait à définir, à contrôler qui a le droit de se reproduire et qui n'a pas le droit de se reproduire, eh bien, il a utilisé la génétique, qui est une science neutre, bien entendu. La génétique n'est pas mauvaise ni bonne en soi, elle n'est que aussi bonne et aussi mauvaise que ce que les gens en font. Mais quand cette science tombe dans les mains de personnes qui veulent ouvertement contrôler qui a le droit de se reproduire et qui n'a pas le droit, eh bien effectivement, l'humanité court à sa perte. En matière de neurosciences, les mêmes problèmes déontologiques vont se poser et je voulais les mettre sur la place publique. Comme vous le savez, hein, j'ai pas chopé ma réputation de bulldozer et de tank qui résiste aux balles pour rien. Ce genre de débat ne peut être porté que par quelqu'un qui sait prendre des coups et c'est votre serviteur. Donc j'ai amené ce débat là où beaucoup d'autres ont refusé de l'amener parce qu'ils savaient très bien les conséquences politiques que ça allait qu'ils allaient subir. Mais ce débat est essentiel, c'est-à-dire quelles sont les sagesses que nous avons apportées face aux neurosciences. Alors aujourd'hui, précisément, et bien sûr, alors, je vois qu'on me demande si je parlerai de mon nouveau livre durant l'événement, j'en parlerai un peu, mais je vais surtout parler de neurosciences pendant l'événement. Donc aujourd'hui, si vous suivez un peu les nouvelles, il y a Elon Musk. Voilà. Elon Musk, donc vous savez que je l'aime beaucoup. Si vous suivez mes conférences, vous savez que c'est quelqu'un que j'aime énormément. J'aime ce que fait Elon Musk, mais en même temps, il y a un de ses projets que je ne soutiens pas, que je ne soutiens pas du tout. C'est un projet qui s'appelle Neuralink. Et si vous n'avez pas entendu parler de Neuralink, alors que vous étudiez le domaine des sciences du cerveau, des sciences cognitives, eh bien cela prouve que vous n'êtes pas assez informé, et ce n'est pas vraiment de votre faute, mais c'est que les chercheurs qui vous ont parlé de neurosciences ne vous ont pas parlé de Neuralink parce qu'ils ont considéré soit que c'était pas important, ce qui est une erreur professionnelle grave, soit parce qu'ils l'ont éludé, parce qu'ils ont considéré que il n'était pas dans leur intérêt de vous en parler. Et ça, c'est une faute aussi. Neuralink est un projet que je juge dangereux. Alors si vous connaissez mes comptes, vous savez que toute révolution est toujours acceptée en 3 étapes. D'abord, elle est considérée comme ridicule, puis elle est considérée comme dangereuse, et enfin, elle est considérée comme évidente. Et quand je parle de ça dans mes conférences, je dis que toutes les révolutions vont comme ça, mais toutes les révolutions ne sont pas forcément positives. Bon. Mais Neuralink, eh bien, c'est un projet qui consiste à implanter un maximum d'humains, si possible tous les humains, avec du silicium. Dire voilà, en gros, l'intention d'Elon Musk est de dire de toute façon, on ne pourra pas battre les machines, ça y est, elles vont évoluer plus vite que nous. Donc les intelligences artificielles vont apprendre plus vite que nous, elles vont apprendre plus vite qu'on ne peut les comprendre. Et donc, si on veut survivre face à la machine, eh bien, il faut nous mettre du silicium directement dans le cerveau. Et Musk part de tout un tas de bonnes intentions pour ça. Hein. C'est comment dire, c'est très, c'est gentil. Il arrive, il dit oui, alors, on va mourir. Hein. Donc si jamais on s'implante pas du silicium dans le cerveau, on va être dépassé par les machines. Vous savez que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et avec les meilleures intentions du monde, eh bien, on peut faire des choses extraordinairement mauvaises. Alors, le projet Neuralink, effectivement, consiste à vouloir implanter directement du silicium dans le cerveau humain pour pouvoir contrôler des machines, mais aussi pour pouvoir accéder à des bases de données. Et là, il y a tout un tas de problèmes déontologiques qui vont se poser. D'abord, à partir du moment où vous aurez un implant, est-ce que c'est à l'État de vous le mettre? Alors pour moi, la réponse est non. Je ne veux absolument pas que l'État commence à mettre des choses dans mon cerveau. Je considère déjà que l'État va bien assez loin quand il met l'enseignement primaire obligatoire dans mon cerveau avec ses programmes à lui. Il se trouve que je vis et que je travaille en Suisse où il n'y a pas de programme, où il n'y a pas de ministère et où les cantons décident de ce qu'ils apprennent. Donc il y a une liberté d'enseignement bien plus grande. Alors vous allez me dire, bon, ça ne fait pas grande différence apparemment, mais quand on s'intéresse par exemple à l'histoire, hein, vous savez qu'en France, on continue à apprendre par exemple que l'Allemagne est la responsable de la Première Guerre mondiale. Au regard de l'histoire, c'est tout à fait faux. L'histoire est écrite par les vainqueurs
Et en aucun cas, l'Allemagne ne peut être tenue comme responsable de la Première Guerre mondiale si on se réfère au texte historique. Je vous renvoie aux excellentes conférences d'Henri Guillemin, qui en parlera bien mieux que moi et qui était un chercheur français. Donc lui-même français dit non, il est tout à fait inexact de tenir l'Allemagne comme responsable de la Première Guerre mondiale. Cependant, c'est ce qu'on continue à enseigner aujourd'hui dans les livres d'histoire français. Donc déjà, cela, je considère que c'est une puissance de l'État beaucoup trop grande sur nos cerveaux. Mais alors, implanter du silicium directement dans le cerveau des humains, ça irait beaucoup plus loin. Alors, si c'est pas l'État, si on suppose donc un monde où tout le monde a des implants neuronaux, ce qu'on appelle donc des DNI, Direct Neural Interface, DNI, si on imagine donc un monde où tout le monde a des DNI, interface neuronale directe en français, donc IND, eh bien, soit c'est l'État, bon, pour essayer de mettre tout le monde au niveau, tout le monde d'accord, qui le fait. Et là, je dis, bon, moi, mon opinion, c'est que ce serait profondément dangereux. Soit ce sont des compagnies privées. Mais dans ce cas-là, ce sont des compagnies privées, eh bien, il y aura des inégalités encore plus grandes. C'est-à-dire que quelqu'un de riche va pouvoir se payer les meilleurs implants et quelqu'un de pauvre aura des implants de merde. Bon, c'est ce qui se passerait. Donc là, on aurait un problème majeur. Parce qu'autant il y a des inégalités sur les smartphones, quelqu'un qui a un iPhone X, un iPhone 10, contre quelqu'un qui a un vieil LG de 2010, eh bien, il y a une inégalité, c'est clair. Mais si maintenant c'est dans le cerveau, c'est plus grave. Donc ça, c'est le premier problème qui va se poser. Et bien évidemment, le deuxième problème, c'est qu'il faudra les mettre à jour. Alors si vous commencez à vous mettre des implants, il faudra régulièrement aller visiter le médecin pour qu'il vous fasse une opération, puis qu'il vous mette l'implant à jour. Au passage, ça a été testé, hein. Il y a déjà quelqu'un qui s'est implanté des électrodes au Belize. Il a fait ça au Belize parce qu'aux États-Unis, il n'avait pas eu l'accord et déontologique, et comité d'éthique. Et donc il s'est fait ça sur lui-même, il s'est fait implanter des électrodes en étant sain, j'insiste, parce que se faire implanter des électrodes dans le cerveau, c'est pas mal en soi. Quand vous êtes épileptique, ça peut considérablement améliorer votre qualité de vie. Mais alors ce que je vois, voilà, il y a un commentaire sur le chat, et dans les cités, les mecs vendront des implants en black. C'est un domaine, ça s'appelle le cyberpunk, ce sujet de recherche en politique, et aussi cette espèce de dystopie où on imagine un futur où effectivement les gens feront ça. Dans les cités, des gens vendraient des implants en black. Oui, c'est complètement envisageable à partir du moment où tout le monde est implanté, où ça devient nécessaire dans votre vie d'être implanté, parce que c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous n'avez pas de smartphone, votre accès à l'emploi, il est réduit. C'est un fait. Si vous n'avez pas d'ordinateur, votre accès à l'emploi, il est réduit. Si vous n'avez pas de téléphone, votre accès à l'emploi est réduit aussi. Demain, si vous n'avez pas d'accès à ces implants, votre accès à l'emploi sera réduit aussi. Alors, ça posera tous ces problèmes déontologiques. L'autre aspect pour moi déontologique problématique, c'est que, bien entendu, si on implante quelque chose dans le cerveau, on est en train de bricoler quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez un jet ou un avion qui se pose en pleine jungle, en pleine forêt amazonienne. Et puis là, il y a les Indiens qui commencent enfin les peuples premiers d'Amérique du Sud, qui commencent à essayer de customiser l'avion, de le tuner. Ils disent, il y a un avion qui est tombé là, et on va essayer de le bricoler pour qu'il soit plus efficace selon nos critères d'Indiens de la forêt. Eh bien, la première chose qu'ils vont faire, c'est de lui couper les ailes, par exemple. Parce que, une fois que l'avion il est au sol, et que vous n'imaginez pas qu'il puisse voler, de toute façon, vous le voyez comme ça, imaginons il s'est écrasé, ou il a atterri, mais il n'a plus de carburant, et il est au sol maintenant, vous ne l'avez jamais vu voler. Vous vous dites, cet avion, si on doit l'utiliser, nous, en pleine jungle, ce sera quand même plus intelligent de lui couper les ailes, parce que les ailes, elles vont prendre beaucoup de place, elles vont empêcher de le déplacer entre les arbres. Donc la première chose qu'il ferait, ces braves messieurs, ce serait de lui couper les ailes. Si vous considérez que notre cerveau est aussi, alors notre cerveau, c'est un fait, c'est pas vraiment une considération, il est un fait que notre cerveau est beaucoup plus avancé qu'un avion. Ça, sur le plan technologique, comprendre notre cerveau, c'est infiniment plus complexe que de comprendre un Boeing 747. Si vous imaginez donc que notre cerveau est beaucoup plus compliqué qu'un Boeing 747, eh bien, je vois qu'Anaï Couturier a dit les Indiens d'Arizona. Je lui fais une spéciale dédicace là-dessus parce que Mademoiselle Couturier se trouve être en Arizona à ce moment où je parle. Je reprends donc sur l'avion. Eh bien, ouais, big up, c'est pour moi. Je reprends donc sur l'avion. Si jamais vous supposez que le cerveau, il est plus compliqué qu'un avion, il est clair que commencer à customiser le cerveau va poser les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on va commencer à bricoler quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement, pour le faire rentrer dans des critères de performance qui ne sont pas forcément bons, c'est-à-dire les critères de performance qu'on peut avoir sur le cerveau, ça peut être réussir les examens, enfin toutes ces choses-là.
Et là, pour moi, ce n'est pas des bons critères, j'insiste, hein. Même le QI n'est pas du tout un critère de performance convaincant pour le cerveau. Le QI est un critère de performance intéressant qui a au départ une origine purement médicale, hein. Il ne faut pas que vous oubliez que l'origine historique du QI, au départ, alors elle a deux origines, si on veut rentrer dans le détail. Il y a le facteur G, où c'était un psychologue qui s'intéressait à la réussite scolaire au début du XXe siècle. Et puis, il y a les tests en fait de personnes qui ont eu des lésions. C'est-à-dire quand quelqu'un s'était pris une balle dans la tête et avait survécu, quand quelqu'un avait pris un shrapnel pendant la Première Guerre mondiale et qu'il avait eu un trauma majeur avec une partie du cerveau amputée, eh bien, on avait besoin d'une mesure pour vérifier dans quel état l'incident l'avait laissé. Et la mesure qu'on a obtenue, c'était le QI. Mais en aucun cas, j'insiste, en aucun cas, on ne prétendait que cette mesure, donc de facteur G ou quotient intellectuel, ne mesurait toute l'intelligence humaine. En aucun cas. En aucun cas. Et petit à petit, cette idée que le QI mesurerait toute l'intelligence humaine, elle est en fait, et ça c'est une origine qui est tout à fait éludée sur le QI, elle vient du monde de l'eugénisme. C'est-à-dire que c'est dans le monde de l'eugénisme qu'on s'est mis à utiliser le QI comme facteur pour décider qui avait le droit d'être stérilisé, qui avait le droit de se reproduire ou pas. Et petit à petit, donc le QI, bon, parce qu'on vit dans une époque que René Guénon, le grand soufi René Guénon, a appelé le règne de la quantité. Donc dès qu'on parle de chiffres, tout le monde écoute. Qu'on parle de chiffres, ah oui, tant de pourcents, hein. Et le QI étant chiffré, les gens se sont mis à le vénérer, mais en aucun cas le QI ne représente toute l'intelligence humaine. Et donc, par exemple, le QI, eh bien, si on l'utilise comme seul critère donc, de qualité ou de performance cérébrale, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui peuvent passer des tests de QI. C'est un problème, ça. On a des intelligences artificielles, enfin, c'est pas un problème sur le plan industriel. Sur le plan industriel, c'est super. Parce que ça veut dire qu'on a des IA qui vont commencer à faire tout un tas de choses que nous, on peut faire et qu'on n'avait pas forcément envie de faire. On va pouvoir les laisser aux intelligences artificielles. Ça, c'est bien. Ça. À l'échelle industrielle, c'est plutôt cool. Mais ça fait peur. C'est-à-dire que, par exemple, il y a mon ami Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, c'est un pote, mais on n'est pas du tout d'accord sur tout. Et Laurent Alexandre, son interprétation dans ce cas-là, si les IA peuvent passer des tests de QI, c'est, bah, mon Dieu, on va se faire éliminer quoi, du monde économique. On va se faire éliminer, on va être redondant, comme disent les Anglais, c'est-à-dire que... Ah, au fait, merci Mohamed Koussa d'écrire René Guénon, Le règne de la quantité. C'est vrai que je le dis par oral, mais c'est gentil de l'écrire pour que les gens puissent suivre le bouquin. Merci à toi, Mohamed. Et donc, voilà, l'interprétation de Laurent, c'est de dire, bon, là, on va être dépassé par les machines, comme Musk. Musk pense pareil. Et mon interprétation à moi, c'est de dire, bon, si les machines comme Watson d'IBM peuvent, petit 1, passer des tests de QI, et petit 2, peuvent passer des diplômes, ça c'est encore plus intéressant, c'est-à-dire qu'on a Watson qui arrive à passer une licence de japonais, dites-vous. Je crois qu'il a eu l'équivalent de la mention bien. Bon. Eh bien, si d'une part, ils arrivent à passer des tests de QI, et d'autre part, ils arrivent à passer des diplômes, bah pour moi, ça c'est que mon interprétation, mais c'est celle que je défendrai ce jour-là au Brain Event, eh bien, pour moi, cela signifie que ces tests-là ne sont pas à la hauteur du cerveau. Il y a une histoire que j'aime beaucoup là-dedans. C'est l'histoire, il y a une fois, on a voulu tester si un guépard était plus rapide qu'un lévrier. Donc les Américains ont voulu faire un test où ils ont voulu tester si un guépard était plus rapide qu'un lévrier. Donc ils ont fait une course de lévrier standard. Vous savez, il y a ça aux États-Unis, donc on prend des lévriers, je crois, afghans ou à poil ras, on ne sait rien, mais des lévriers, les Américains adorent ça. Ils mettent un lapin électrique. Il y a un lapin en plastique qui est sur un rail, et puis les chiens le coursent, et puis c'est comme ça qu'ils font la course de lévrier. Et ils ont mis un guépard dans un des box. Et le guépard n'est même pas parti, en fait. C'est-à-dire que le guépard, il en avait tellement rien à foutre de leur test. Il était tellement en mode, mais les gars, je suis un guépard. Qu'est-ce que vous m'emmerdez? J'ai pas envie de faire votre test. Moi, je rentre pas dans votre jeu, je mange pas de ce pain-là. Qu'il est resté dans son box tranquillement, en mode, mais je n'ai rien à prouver. Vous courez tant que vous voulez, mais je n'ai rien à prouver. Eh ben, pour moi, le cerveau face au test de QI et le cerveau face à la plupart de nos tests, il a un peu cette attitude-là. C'est-à-dire que je mets au défi n'importe qui dans cette audience de me dire ne serait-ce que le nom de la personne qui a le QI le plus élevé aujourd'hui, ou la personne qui a eu le QI le plus élevé au XXe siècle. Voilà, c'est des gens dont on ne se souvient même pas du nom. Ça ne signifie pas que ce sont des gens insignifiants, pas du tout. Mais ça signifie aussi que le QI n'est pas la mesure d'empreinte, la mesure suprême de la contribution du cerveau au monde. C'est un fait. Et que si on l'utilise comme seule